Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Marie-Lou Tardif, qui est conseillère d'orientation spécialisée en trauma en milieu de travail. Elle est entre autres également formatrice et conférencière et nouvellement autrice. On va vous parler de la gestion des traumas en milieu de travail. Quelle est la différence entre un accident et un trauma au travail? Quelles sont les conséquences si jamais on n'adresse pas la situation, mais quelles seraient également des bonnes pratiques à appliquer au milieu de travail, à la fois pour prévenir les traumas et y intervenir? Et maintenant, jason. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je reçois une consoeur professionnelle, Marie-Lou Tardif, qui est conseillère d'orientation, mais avec une expertise quand même assez particulière. Donc, Marie-Lou, peux-tu nous dire c'est quoi ton expertise que tu t'es développée au fil du temps? Oui, bonjour Valérie. Mon expertise, c'est vraiment au niveau des traumas en entreprise. Oui, exactement. Puis comment t'en es venue en tant que conseillère d'orientation à venir te spécialiser quand même dans cette niche-là? C'est quand même assez pointu comme expertise. Oui, c'est pointu, puis j'aime vraiment ça. Et comment j'en suis venue à ça? C'est vraiment, je travaillais pour un programme d'aide aux employés comme intervenante et ils m'ont proposé de faire partie de leur équipe de crise. OK. Et c'est comme ça que j'ai découvert les traumas. Je tombe en amour avec les traumas et quelques mois, années après, j'ai décidé de faire ça quasiment temps plein. OK. Puis, je trouve ça le fun parce que, tu sais, veux pas tomber en amour avec le trauma. Ça en prend, hein, des gens qui sont passionnés de trauma parce qu'il y en a bien qui sont comme, ah, moi, je suis pas à l'aise de toucher à ça, c'est trop intense pour moi, ce type de prise en charge-là. Fait que ça en prend des gens qui sont passionnés par des problématiques quand même assez critiques. Puis, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on différencie, ben, il y a un accident de travail ou on a un trauma au travail? C'est quoi la fine ligne entre les deux? Ben oui, en fait, un accident de travail, là, souvent, ça va être une blessure physique. Ça va OK. être quelque chose qui se passe sur le lieu de travail. Et souvent, la CNSST, où il va y avoir des tiers payeurs, dans le fond, par rapport OK. à ça. Versus un trauma au travail, c'est des blessures psychologiques. Fait que c'est vraiment, ça se passe par après. Ça se passe pas forcément sur le lieu de travail. OK. Est-ce que tu peux nous partager, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais tu sais, peux-tu nous partager le genre de trauma auquel tu as eu à intervenir? Ben, il y a des choses que je peux dire, effectivement, il y a une partie qui est confidentielle, mais tu sais, Oui. je dirais que c'est beaucoup des licenciements massifs. Il y a beaucoup OK. d'accidents de travail aussi. Donc, des gens qui ont vu leurs collègues, par exemple, ensanglantés, tomber, des choses comme ça. Donc, ça, je te dirais que c'est les principaux. Mais j'ai aussi quand même beaucoup de suicides, d'homicides, des choses comme ça en entreprise. C'est mes principaux, c'est les principales interventions que je vais faire. OK, parce que c'est ça, quand tantôt on différencie, mettons, un accident de travail versus un trauma, tu sais, on parlait qu'un accident, c'est plus comme une lésion physique. En même temps, tu sais, je me suis souvenu, moi, d'un dossier que j'avais eu avec la CNSST, sans donner des détails confidentiels, mais c'est ça, il y avait eu un grave accident dans les lieux de travail, une explosion, puis la dame avait été témoin d'un collègue qui s'était fait brûler, puis euh, j'ai comme, OK, c'est une lésion physique, mais c'est ça, des fois, les témoins peuvent être traumatisés des événements, puis l'accidenté aussi peut être traumatisé, puis avoir des atteintes psychologiques suite à l'accident, puis c'est là que ça devient un trauma, en fait. Un trauma, oui, c'est vraiment les blessures psychologiques induites par ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu versus OK. l'accident en tant que tel, tu sais. OK. Dans les cas de licenciement massif, est-ce que c'est au niveau de la grande détresse émotionnelle que ça va générer? C'est dans la façon que ça a été fait? Je suis comme curieuse pour ce type de considéré comme trauma-là de licenciement massif. Oui, ben, on va faire beaucoup la gestion des survivants aussi, mais on va autant apporter un support psychosocial. Dans le fond, quand j'arrive, souvent, l'annonce a été faite ou est faite et moi, je suis en présentiel pendant OK. l'annonce ou sinon, je suis dans une salle juste à côté. Fait que ce soit pour des licenciements massifs ou de cadres individuels, des fois, le client veut que je sois vraiment avec ou il veut que je sois dans une pièce à côté. Et là, si la personne veut parler, a besoin de ventiler, je suis disponible. Et sinon, ben, d'autres personnes repartent chez eux.
et c'est pas le bon moment pour eux, à ce OK. moment-là de parler. Je dirais qu'à peu près la moitié des gens acceptent de me parler après et ça leur fait du bien, puis l'autre moitié s'en retournent chez eux avec, leurs émotions. Mmh. OK. Mais justement, si on parlait de ça, en quoi est-ce si important pour les milieux de travail de prendre en charge, tu sais, de voir comme, OK, il y a un événement majeur qui s'en vient, cet événement-là, tu sais, dans le cas des licenciements majeurs ou des restructurations, des choses comme ça, si on anticipe une charge émotionnelle intense pour les employés, tu sais, en quoi c'est important d'offrir un support psychologique? Ben, en fait, je pense que si on n'offre pas de support psychologique, premièrement, ça peut baisser la performance. Tu sais, les employés par Mm. après, exemple, ceux qui restent peuvent avoir de la difficulté à se concentrer, à accomplir les tâches, tu sais. Tout le monde va Ouais. réagir d'une manière vraiment différente, à des moments différents, d'une manière différente. Donc, c'est toujours mieux de faire de la prévention aussi si on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient parce que ça peut baisser la performance des employés, les erreurs peuvent être plus fréquentes, peut y avoir aussi des tensions entre les collègues parce que s'il y a une incompréhension en lien avec, par exemple, ben, toi, tu réagis comme ça, puis t'as même pas de peine ou t'as juste besoin d'en parler, puis moi, je veux pas en parler, puis là, comment ça, tu pleures pas, puis... OK, Fait qu'il oui. peut y avoir beaucoup, tu sais, il peut y avoir des incompréhensions entre les collègues aussi, une augmentation des absences, des congés pour des raisons de santé mentale qui vont augmenter aussi. Donc, plus tu préviens tout ça, plus les employés sont informés, moins tout ce que je viens de dire, on diminue les risques que des congés puis tout ce qu'on vient de parler. Oui, puis tu sais, dans ce que tu me nommais, ça me rappelait justement les impacts. Tu sais, on dirait que certains facteurs de risque psychosociaux vont être amplifiés si jamais un trauma n'est pas pris en charge, là. Tu sais, il peut y avoir des impacts justement de ce que tu me nommais. On est présent au travail, mais on est absent. Bien, on appelle ça du présentéisme, puis on le sait que ça a des coûts. Je pense les études, tu me confirmeras, là, mais c'est pas comme 3 fois plus cher que l'absentéisme ou quelque chose comme ça, les coûts du Et présentéisme au travail. ouais, écoute, je sais qu'ils sont super élevés, mais je peux pas te dire je peux pas te confirmer 3 fois plus, mais OK, c'est correct, mais il me semble que j'avais. Ben, les études varient, tu sais. Des fois, je lisais, c'était du 3 fois plus, des fois, c'est 10 fois plus que l'absentéisme. J'imagine que s'il y a des facteurs aggravants comme des traumas au travail, ben, c'est peut-être là qu'on tombe dans des coûts de présentéisme vraiment plus élevés. ouais. Puis, tu sais, au niveau de justement, tu sais, chacun va vivre un peu les traumas à leur façon. Tu sais, j'imagine que toi, dans ton rôle, tu vas expliquer les différentes façons aussi ou normaliser que chacun va vivre ça différemment. Il y en a qui peuvent pleurer, il y en a qui deviennent très stoïques, il y en a qui se referment, il y en a qui Ouais, deviennent anxieux. Fait que, tu sais, le fait de juste comprendre en tant que collègue, OK, c'est pas qu'elle est insensible, c'est pas qu'elle s'en fout, c'est pas qu'elle est en train de se désorganiser, c'est elle vit la situation à sa manière à elle, là. oui, ben oui, un de mon rôle, c'est vraiment de normaliser. J'aime le mot que Mm. tu as utilisé dans le fond, tu sais. Ouais. Puis il faut faire comprendre aux gens aussi que oui, tout le monde va réagir à sa manière, mais que tu sais, c'est normal au début, c'est de tolérer l'inconfort aussi. Mm. Tu peux vivre des émotions. Des émotions, c'est correct de les vivre, c'est passager, sont là. Tu viens de vivre un événement qui est exceptionnel, qui est imprévu, qui est rough. Euh, Ça peut déstabiliser ta vie, là. C'est normal que ça le fasse. Ouais. Et puis, mais ça va revenir à la normale pour à peu près 80% des gens. Tu sais. Oui, OK, c'est intéressant. Le 20 restant? Ben, c'est parce qu'ils sont déjà fragilisés souvent. OK. Tu sais, un événement traumatique, ça peut venir exacerber des fragilités qu'on a déjà. OK. Fait que quelqu'un qui avait déjà une tendance dépressive, qui était déjà que sa vie personnelle, c'était déjà tout croche, il y avait plein de choses à travailler, ou là, il peut avoir besoin d'aide pour se sortir pour passer au travers cet événement difficile-là qu'il a vécu. OK, ouais. Mais la plupart des gens, ils ont leurs ressources, ils vont parler, ils ont un professionnel ou leurs proches, ils vont aller faire du sport, ils vont être capables de prendre des moyens. Est-ce que c'est justement ce 20 là qui serait plus à risque de développer un PTSD qu'on appelle là, donc un trouble de stress post-traumatique? Parce que je pense que c'est important pour les gens qu'on écoute de nommer que ce n'est pas tous les gens qui vivent, qui sont victimes d'un trauma ou qui sont témoins d'un trauma qui vont être diagnostiqués avec le trouble du stress post-traumatique. Exactement. En fait, c'est la minorité.
Et Mhm. ça va dépendre de plein de facteurs. Mais oui, c'est vraiment important que les gens comprennent ça. Mais ils vont avoir ce qu'on appelle une période trauma. Tu sais, il va avoir Ouais, les quelques jours, quelques semaines après. Là, oui, ils vont vivre c'est une période de stress aigu, en fait, ouais. après un trauma. Mm. OK? C'est vraiment la période de stress aigu qui dure quelques semaines, je pense. Ouais, à peu Mhm. près une semaine ou deux, si je me trompe pas. Et si ça perdure dans le temps, c'est là qu'on va aller diagnostiquer un PTSD. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment les médecins qui sont habilités. Tu sais, je pense que c'est ça, les symptômes de stress aigu. Si tu me disais un peu à quoi ça peut ressembler. Mais en fait, c'est les mêmes que ceux du PTSD. Souvent, tu sais, les symptômes, là, les flashbacks, ça va être vraiment encore là différent pour chacun. Tout le monde peut avoir pas mal tous les symptômes, que ce soit physique, euh, émotionnel ou même comportemental. Ouais. Donc, ça va vraiment varier, mais normalement, il peut y avoir des flashbacks, des cauchemars, de l'hypersensibilité, donc des émotions à fleur de peau. Tu peux manger plus, manger moins, dormir plus, dormir moins. Ça peut être tout ça un peu tout croche, là. Ça peut affecter tes relations. Ça peut affecter ta capacité à fonctionner temporairement là, dans les semaines qui suivent. Puis tous les symptômes sont possibles. Ça va tellement varier d'une personne à l'autre. C'est ça, tu sais, différents profils de symptômes sont possibles, mais certaines personnes peuvent en avoir un ou deux, d'autres peuvent en avoir cinq. C'est variable. Ouais, OK. ouais. Puis souvent des symptômes physiques. Exemple, quelqu'un qui avait mal à l'épaule. Il Oui. vit un événement difficile, un licenciement, ou il vient de voir un collègue mourir, peu importe. Ça peut exacerber. Il dit, j'ai 3 fois plus mal Hmm. à l'épaule, tu sais. Oui, oui, oui. Ça, je pense que j'avais lu l'explication que c'était par rapport à la réponse de stress face au trauma, la Oui, réponse de stress dans le corps, hein, les tensions musculaires, les raideurs, le système sanguin qui est influencé, qui va venir justement amplifier des douleurs physiques ou tu sais, des douleurs au dos, des choses comme ça. que les gens ont déjà à la base, Oui, souvent. oui, oui, exactement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est quand les personnes observent qu'ils ont encore les symptômes de stress aigu, tu sais, après l'événement, et qu'elles ne tentent pas à diminuer avec le temps, mais au contraire, au bout de quelques semaines, avec l'aide reçue, ça commence à rester stable, voire même des fois s'empirer, hein, je pense. Dans Ouais. certains cas, ça peut même se généraliser. Mais là, on les encourage à aller voir un professionnel qui peut diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, probablement, là. Ben oui, puis c'est normal. Mais c'est ça, je veux que les gens comprennent que après l'événement, ils ont besoin de prendre soin d'eux. Puis on parle de 3 semaines, un mois avant d'aller consulter si ça s'est pas amélioré. Ouais. Mais plus tu vis quelque chose de difficile, plus tu as besoin d'être en contact avec du beau, plus tu as besoin de prendre soin de toi. Puis Mm. Valérie, on revient à la même chose, on revient à mon cheval de bataille, la connaissance de soi. Ouais. Ouais, ouais. Comment tu veux prendre soin de toi si tu te connais pas? C'est très difficile, voire impossible. Oui, je pense que ça fait des personnes qui sont plus à risque de se recroqueviller, justement, de se refermer un peu plus parce qu'ils peuvent ressentir des émotions qu'ils savent juste pas quoi faire avec. Si t'es pas habitué Oui. de t'observer, de t'écouter, écouter tes signaux, euh, tu sais, d'écouter tes signaux pour tu sais, des petits enjeux mineurs quotidiens, des petits stress quotidiens, puis que tu es juste habitué de te refermer sur toi, ben tu vis quelque chose d'absolument Mhm. épouvantable avec une émotion qui est souffrante à un point où tu veux juste retourner dans tes mécanismes, là. Fait que, Ouais. Ils l'ont pas appris. Ils n'ont pas appris ça. mm, Ça s'apprend avant que tu arrives à un trauma. C'est des choses qui se développent, les outils, la connaissance de soi. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me fait rire? Il faut que tu le saches pour pouvoir le oui, mettre en application quand tu vis un trauma après. oui, puis je pense que c'est important de normaliser, tu dois le voir aussi dans ta pratique, que malheureusement, quand on est dans une période de stress aigu ou qu'on a un PTSD, un trouble de stress post-traumatique, malheureusement, un des symptômes, c'est l'envie de s'isoler, hein, puis de se recroqueviller, puis de se cacher un peu dans un coin, alors qu'au contraire, c'est d'autant plus important de parler, de s'entourer de monde, d'être capable de ventiler avec des gens de confiance. Mais c'est ça, il y a comme une espèce de dualité entre tous tes symptômes t'amènent à vouloir t'isoler puis te cacher, alors que tu as d'autant plus besoin de prendre soin de toi, justement.
Ouais, et une des façons de prendre soin de soi, c'est d'aller consulter si tu en as besoin, de Mmh. parler. Tout ce qui s'exprime pas s'imprime, j'adore cette expression-là, tu sais. Ouais, oui, effectivement. Mais choisis la personne avec qui tu vas le faire. Ouais. Choisis le moment. Tu as le droit de choisir qu'est-ce que tu vas dire à qui, quand, mais fais-le. Oui, exactement. Puis j'aime bien l'idée de la connaissance de soi parce que pour être capable de trouver la bonne personne à qui s'exprimer, il faut être capable de dégager c'est quoi mes besoins envers cette personne-là. Oui, Tu sais, j'ai-tu besoin qu'elle me soutienne? J'ai-tu besoin qu'elle m'écoute? J'ai-tu besoin qu'elle m'aide à me changer les idées? Parce que des fois, ça, tu dois l'entendre souvent toi aussi, on encourage nos patients à aller s'exprimer, puis quand ils nous ont fait un retour après, ah, ben mon proche me dit d'arrêter de penser à ça, c'est fini, ça servait à rien de ruminer là-dessus. Ouais, c'est ouais. peut-être pas la personne ressource dans ce temps-là parce que veux pas, tu sais, des fois, quand on vit des traumas, surtout des accidents de travail ou des choses visuellement traumatisantes, là, comme des accidents, des lésions, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont besoin de raconter, là, tu sais, sortir les détails, puis les extérioriser, mais c'est pas tout le monde qui est apte à recevoir l'information aussi. Fait qu'il faut Ouais. juste s'assurer de nommer un peu ses besoins avant, voir si la personne qu'on a choisie est réceptive à ça, se sent apte, se sent prête à répondre aux besoins. Puis sinon, ben c'est ça, dans certains cas, c'est de trouver un professionnel qui est habilité. Ben, c'est parce que le professionnel, il est plus, effectivement, on est formé pour recevoir ça beaucoup plus. Mhm. Le proche, le risque, c'est d'induire un trauma Ouais, le trauma aussi. vicariant, c'est ça? Ouais. Non, le trauma vicarien, euh, c'est vraiment plus pour les professionnels qui arrêtent pas euh, les professionnels qui se sentent en usure de compassion un petit peu. Attends, Ah, je me OK, trompe. c'est bon. On va vérifier les. À Là, tu me mets en confirmer, doute. on le mettra en Tu me mets en commentaire. doute. Tu me mets en doute là. Mais On ira préciser en commentaire sous la vidéo, savoir qu'est-ce qu'un trauma vicariant, là, pour confirmer. ouais, parce que là, je veux pas dire bref. Tu C'est me- bien correct, c'est Mais, pas grave. mais c'est important que tu choisisses parce que les proches, tu sais, je te donne un exemple, mais si tu vas raconter les détails de comment il y avait du sang, puis l'odeur et tout ça Mhm. à un proche, tu ne sais pas ce qu'il a vécu, tu connais pas le vécu de la personne. Tu vas raconter ça à 10 personnes, tu vas peut-être induire un trauma à une ou deux personnes, puis les 8 autres vont être corrects. Ouais. Hum, Fait qu'il faut faire attention. Parle de ce que tu as besoin pour aller mieux, parle de tes besoins, parle de ton émotion, de comment tu as vécu l'événement, mais évite d'aller dans des détails sanglants, là, ou peu importe. Euh, Le gore un sans- peu, là, où c'est ce qui pourrait c'est ça, en retraumatiser certains avec tant de détails et de précision que tu n'as pas tant besoin d'imaginer. non, ben c'est ça. Faut faire attention aux autres, puis effectivement, les avertir, Hmm, j'aurais besoin de ventiler là-dessus, pas arriver, bang, tu fais un monologue, ouais, puis tu déballes ton affaire, là, tu es en train de cuisiner, tu sais. ouais, 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 absolument. Puis, tu sais, là, on a vu, par exemple, tu sais, l'importance de prendre en charge, tu sais, quand il y a des traumas au travail, on a vu que ça pouvait avoir des conséquences. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour déjà prévenir un peu ou de se mettre des protocoles en place en cas dans le cas d'une survenue d'un trauma au travail? Tu sais, ce serait quoi des bonnes pratiques dans le milieu par rapport à ça? Ben, d'être formé. Tu sais, OK. je pense que c'est d'être formé, puis moi, j'aime l'expression avoir un master en auto-observation de soi-même. On revient OK. beaucoup à ça. Moi, je pense qu'au niveau de la prévention d'un trauma, oui, tu peux mettre des politiques, tu sais, tu peux en parler d'avance en gestionnaire dans les réunions de gestion ou autre, déterminer un peu les rôles et responsabilités s'il arrive quelque chose, que ce soit clair. Mais plus les employés vont se connaître, mieux les employés vont aller dans le Hmm. day-to-day, plus ça va être facile pour eux de traverser un peu plus doucement un événement traumatisant. OK. Fait que d'y aller vraiment dans de la prévention en amont, là. D'avoir de contribuer à avoir des employés plus forts mentalement aussi dans la connaissance de soi, puis en offrant
des formations ou des conférences sur ces sujets-là? Oui, en prévention, mais tu sais pas comment les personnes, comme je te dis, parce que tu sais pas l'événement, il va arriver quand, ça va être quoi, comment les gens vont réagir. Fait que oui, d'être informé en amont des réactions possibles, de c'est quoi un trauma, bon, d'avoir des rôles définis par rapport à ça, mais reste que c'est mieux les employés vont aller, je pense que plus ils vont être capables mieux ils vont se connaître, en fait, plus ils vont être capables d'utiliser leurs outils et leurs ressources pour passer au travers l'événement. OK. Parce que, tu sais, pour encourager un peu les milieux de travail à adopter ces principes-là puis à faire de la prévention, est-ce que tu le sais? Je suis comme curieuse, ça se peut que tu ne l'aies pas, là, mais est-ce que tu connais le nombre de statistiques d'accidents/trauma au travail par année? Est-ce qu'on a accès à cette information-là? Je me demandais sur le Euh, site de la CNSST ou des choses comme ça. Ben oui, c'est sûr qu'on a accès. Je les ai pas par cœur, mais je sais qu'ils ont augmenté. Au niveau des OK. accidents de travail, là, CNSST, je sais que qu'il y a eu une augmentation. OK. Euh, mais c'est ça, j'ai pas les chiffres, mais depuis la dernière année, là, ça augmente. Ah oui, hein? OK, c'est bon. Parce que, tu sais, je pensais par exemple aux statistiques et aux probabilités. Puis je sais, par exemple, quand tu dis que c'est important de faire de la prévention en amont, aider les employés à aller mieux, ça concerne beaucoup une formation que j'ai suivie de l'INSPQ sur l'identification puis la prévention des risques psychosociaux au travail. Puis en gros, c'est comme des facteurs contribuant à ça, pour que le milieu de travail en soi devienne un facteur de protection. Fait que, je me dis, si on travaille, puis en plus, c'est Ouais. rendu une loi, là, fait que si on travaille à avoir un milieu plus fort, plus stable, plus en équilibre pour ses employés, pour qu'ils soient bien, ben non seulement le fait de travailler à réduire les risques psychosociaux, ça réduit les risques d'accident, parce que je pense que j'avais vu que plus on cible de facteurs de risques psychosociaux au travail, ben ça augmente de 1 à 5 fois plus de risques d'accident au travail Ouais, quand on détecte que les ouais, risques psychosociaux sont présents. Fait que, je trouvais ça pertinent de voir comme comment nos deux expertises sont quand même assez complémentaires, puis ça se ouais. rejoint au fil du compte, là. Ouais. Puis tu me fais penser qu'il y a un nouveau projet de loi, je sais pas si tu es au courant, le projet de loi 27, si je me trompe pas, qui va obliger les entreprises à donner de la formation au niveau des risques psychosociaux OK, en mais je sais qu'il y a entreprise. la loi qui a modernisé tout le régime de la santé et services sociaux, là, la LMR-SST, ben, oblige les entreprises maintenant à faire l'identification puis à avoir un plan de prévention pour les risques psychosociaux dans leur entreprise. Mais je ne savais pas qu'il y avait une loi qui les obligeait à faire de la formation sur le sujet désormais. Il me semble que c'est la loi 27, ça va commencer en octobre 2025 en tout cas. Ah, OK. Qui va un peu, tu sais, sont obligés de former au niveau des chariots élévateurs, des EPI, ces choses-là, mais ils vont être obligés de former au niveau de la prévention de ces risques-là. Fait que ça, moi, je trouve ça merveilleux, là. Oui, 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 absolument. Parce qu'on le voit dans notre pratique, comment le milieu de travail peut tellement être soit un facteur de risque ou même un facteur de protection pour une personne. Quand l'environnement est sain, quand l'environnement est équilibré, les supérieurs sont bons, tu as le soutien de tes collègues, ta charge de travail pour le temps que tu as est équilibrée, puis ça fait du sens. Puis que tu sais que tu travailles dans un milieu qui est sécuritaire, tu sais, à la fois physiquement et psychologiquement pour toi, là, ça devrait être la base, selon moi, là. Oui, oui. Puis est-ce que ça l'est tout le temps, tu sais? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est tout le temps sécuritaire? C'est pas ce que je vois, mais c'est sûr que je suis confrontée juste aux entreprises qui vont moins bien, là. Oui, exactement. On s'enligne déjà sur nos 5 dernières minutes, tranquillement pas vite. J'étais curieuse de savoir s'il y avait d'autres contenus ou des éléments par rapport au trauma en entreprise que tu voulais nous partager sur la fin. Ben, en fait, peut-être, je pense aux gestionnaires qu'il faut qu'ils OK, gèrent oui. leurs équipes après ça. Euh, Tout changement de comportement, tout changement chez un employé, après un événement Hmm. difficile, j'en reviens avec mon expression de master en auto-observation, mais il faut qu'ils puissent observer leurs employés n'importe quel changement. Puis OK. ça peut être un changement plus positif ou négatif, mais quelqu'un qui est plus introverti n'est plus extraverti, vice-versa. Quelqu'un qui avait l'habitude d'allumer sa caméra, il l'allume plus ou l'inverse.
Habitude d'arriver 5 minutes à l'avance, il arrive 5 minutes en retard. Qu'est-ce que tu as besoin? Je suis inquiet pour toi. Ouais. Parce que, et nommer, exacté, nommer Les pourquoi tu es observations puis les différences qui ont été constatées, là. Ouais. Tu sais, on a eu un événement difficile, là, j'observe ça, je suis inquiet pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De quoi tu as besoin? Observer les changements qui peuvent survenir chez les employés après. Oui, 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 j'aime ça. Effectivement, là, c'est vraiment important. Puis souvent, les gestionnaires d'équipe, c'est ceux-là qui ont le plus de contact direct avec l'équipe puis avec les travailleurs. Donc, oui, absolument. Merci beaucoup de la recommandation. Je pense que ça va en outiller plusieurs. On l'espère. Oui, oui, oui. Hey, mais dis-moi donc, Marilou, merci beaucoup de ta participation. C'est vraiment un sujet super intéressant. Puis en même temps, on voit que c'est donc important d'appliquer des mesures de prévention, puis en même temps faire des bonnes interventions, puis avoir des bonnes pratiques en place en cas d'accident puis de trauma dans le milieu de travail. Fait que si jamais on veut, si jamais il y en a qui nous écoutent, puis il y en a qui veulent te rejoindre, te contacter, te suivre, comment qu'on peut te suivre, te contacter? Puis c'est quoi tes projets aussi qui s'en viennent? On peut me suivre et me contacter sur LinkedIn et Facebook. Je suis OK. d'ailleurs vraiment en train de revamper les deux plateformes pour les mettre au goût du jour parce que justement, j'ai un nouveau livre, j'ai un livre qui va sortir. Oui. C'est prévu pour mars prochain, fait que c'est encore loin, c'est tout nouveau. Donc, je peux pas en dire encore beaucoup, mais suivez-moi sur les réseaux, puis c'est sûr que vous allez voir là, l'annonce, le titre, tout ça. Puis je fais une transition professionnelle, je vais donner aussi beaucoup plus de conférences et de formations en entreprise. OK, excellent. Fait que si on est curieux, curieuse ou si on veut en savoir plus sur ces conférences-là à venir, on peut te contacter directement sur Facebook ou LinkedIn. Exactement, c'est le meilleur moyen de me joindre. OK, puis félicitations pour ton livre. Quand l'épisode va sortir, peut-être qu'il va être sur le bord de sortir en mars 2025 ou il va peut-être être Oui, déjà sorti. On ne sait pas, j'ai pas encore regardé comment j'étais pour programmer mes épisodes, mais vraiment, bravo Marilou, c'est un très bel accomplissement. ben merci Valérie, puis merci pour l'invitation au podcast, puis vous suivrez ça sur les réseaux. Super, ben merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation et nous on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Merci.